Je dis toujours qu'une entreprise, vous pouvez, juste en regardant les chiffres, enfin pour la majorité des entités ici, vous pouvez déjà déterminer s'il y a quelque chose d'intéressant ou pas. Et quand je dis intéressant, est-ce qu'on a un avantage concurrentiel qui nous permet de maintenir des marges stables, etc. Comment est-ce qu'il s'appelle? Ça peut se voir avec les chiffres. De toutes les façons, on peut faire commencer par l'avantage concurrentiel et finir par les chiffres parce que le qualitatif, le quantitatif n'est que le résultat ici du qualitatif. Si le qualitatif est bon, le quantitatif sera bon. Très souvent, entre les deux, le qualitatif est en avance par rapport au quantitatif. C'est la raison pour laquelle, dans le bootcamp du mois d'octobre, on se focus uniquement sur le qualitatif, ok? Parce que ça ne sera que quand vous comprenez le qualitatif, le quantitatif ici, voilà, vous devient ici, enfin, quand vous comprenez le qualitatif ici, c'est plus facile de pouvoir interpréter le quantitatif, ok? Alors, en termes de revenus, on a déjà parlé de cette compagnie. On en a parlé dernièrement, on a fait une note d'analyse dessus. Euh, elle était en, vous savez également que elle devait spin-off un de ses segments ici, le segment mobility. Enfin, je ne sais pas si ça s'est déjà fait ici, mais voilà, c'est une entreprise. Si vous voyez les revenus baisser ou quoi que ce soit, ce n'est pas forcément mauvais. C'est tout simplement parce qu'on a spin-off une entité. Alors, vous allez également voir que les limites, par exemple, d'un truc comme le ROI, j'appelle un truc, une métrique comme le ROIC, c'est que quand on fait une acquisition, on aura ce type d'impact ici. On va se dire, ah, le ROIC a baissé, pourtant, c'est l'acquisition qu'on fait ici qui a un impact sur le ROIC au vu même de son calcul de manière générale. Donc, ce n'est pas forcément mauvais. Quand je dis même une acquisition, ça peut, et vous pouvez également voir ici le nombre on a émis énormément d'actions ici, près de 50 millions, enfin pas 50 millions, euh, presque une centaine de millions d'actions ici pour faire une acquisition aux alentours de 2022. OK? Comme je dis encore une fois, ce n'est pas parce que le ROIC baisse que l'avantage concurrentiel a diminué. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, ou bien il est moins fort. Au contraire, il s'est même peut-être renforcé. Alors, c'est pour ça que quand vous regardez les chiffres, vous êtes juste là pour constater. Je regarde ça, ok, ROIC de 31%, il y a peut-être quelque chose d'intéressant, mais il a baissé à partir de 2022. Pourquoi? Je ne vais pas me dire, oh, elle a perdu son avantage concurrentiel. Vous voyez? La nuance est importante. Et encore, vous devez encore le comparer par rapport au WAC. Et encore, le WAC, on peut l'interpréter de différentes manières. Donc, ici, faites attention en vous basant uniquement sur une métrique pour déterminer qu'une entreprise a un avantage concurrentiel. Je parle de métrique quantitative. C'est un ensemble d'éléments qu'on prend. Par exemple, moi, j'aime bien, généralement, vous savez que sur cette chaîne, je ne parle pas, je parle très peu du ROIC. Ça ne veut pas dire qu'il n'est pas important. Mais voilà, j'aime prendre la marge brute et la regarder sur une longue période. Ici, je constate que la marge brute était plutôt stable jusqu'en 2022. Ici, on a assisté à une légère baisse de la marge brute, mais peut-être due à l'acquisition. Parce que quand on voit l'accélération du revenu, la baisse, le fait que la marge brute ait baissé, on a peut-être fait l'acquisition d'un business qui avait des marges brutes moins élevées. Et là, on a augmenté les prix afin de pouvoir avoir le même niveau de marge qu'on avait précédemment. Et cette marge brute en dents de scie ici ça peut également vouloir dire qu'il y a certains segments de cette compagnie qui peuvent être liés ici à la conjoncture. Donc, on va le dire comme pour être gentil. Donc, parfois, ça peut être lié ici à la conjoncture du moment. D'accord? Donc, ce n'est pas une ligne droite ou bien, voilà, comme du Apple ou ce genre de choses-là. Mais quand on regarde dans la durée, dans le temps, qu'est-ce que vous observez? C'est ça qui compte. C'est la tendance qu'on observe. Les variations du moment ici, on les constate et on va vérifier si c'est temporaire ou durable. Marge brute en croissance. Marge EBITDA, est-ce qu'on va dans le même sens? Parce qu'on peut avoir des marges brutes qui diminuent pendant une période, mais des marges EBITDA qui sont plutôt stables. On va donc vérifier cela ici. Marge EBITDA, EBITDA margin, on a ça. Et marge EBITDA suivent également la même tendance, mais vous allez voir ici que la baisse, on a à peu près, on avait 56. Ici, au plus bas, on a 44, donc ça fait 12 en moins. Là, on avait 73. Au plus bas, ici, on avait 66. Donc ici, ça fait à peu près aux alentours de... Voilà, c'est ça. Donc, la marge brute a moins baissé que la marge EBITDA. Ce qui veut dire ici que les dépenses opérationnelles étaient bien plus élevées que ça. Maintenant, est-ce que l'entreprise, dans les dépenses opérationnelles, quels sont les coûts variables, quels sont les coûts fixes? Est-ce qu'on a dépensé énormément en marketing? Est-ce que on a augmenté la recherche de développement au cas où il y en a? Est-ce que c'est la dépréciation, amortissement ou ce genre de choses-là? OK? Donc,
Encore une fois, c'est la tendance qu'on constate. C'est la tendance qui nous intéresse. Et on constate des variations au niveau ici de certaines périodes. Et on va poser des questions. Qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que c'est durable ou temporaire? Là, on peut me dire, voir ici que ça pourrait même être temporaire parce qu'on a une certaine remontée qui va dans le même sens que la marge brute. Excusez-moi d'avoir passé énormément de temps sur la marge brute ici. Mais pour moi, c'est important quand je regarde ce genre d'éléments. Il ne faut pas juste les regarder, OK, le revenu augmente, la marge est un peu diminuée, etc. Non, non. Si c'est durable, dépendamment de la stratégie du management, parce que chaque management ici dans les investor presentation, chaque management vient avec une stratégie bien précise. Il vous dit, bon, sur 5 ans, voici notre objectif. Est-ce qu'on est en train de l'atteindre? Est-ce qu'on l'a dépassé? Voilà des questions qu'on va se poser. Mais si le management vous dit ici que non, on vise ici des marges brutes de 70% avec des marges EBITDA de 45%, alors que les marges brutes actuelles sont de 80% et les marges EBITDA sont de 50%. Ça veut dire qu'ils s'attendent à une baisse des marges. Mais de l'autre côté, ils vous disent que malgré la baisse des marges, le volume va être plus élevé au niveau de la marge brute et au niveau de la marge EBITDA. Et comme je l'ai souvent dit ici, vous pouvez avoir des marges qui diminuent, des volumes qui augmentent. Ce n'est pas forcément mauvais. Ça veut peut-être dire qu'on est rentré dans un segment d'activité sur lequel il est peut-être difficile d'avoir des marges très élevées, mais à contrario, on aura peut-être des volumes de plus en plus élevés, ce qui sera bénéfique de manière générale du point de vue bénéfice net par action ou free cash flow par action. Alors, je termine rapidement cet élément-ci. Ensuite, on regarde les free cash flow et net income, histoire de voir si les deux parlent le même langage. On les voit ici. On a déjà regardé le nombre d'actions ici. On voit que oui, ils ont augmenté le nombre d'actions, mais c'était par rapport à une acquisition et ils diminuent de plus en plus. Et on peut même pas. Et pour même tirer la conclusion par rapport au nombre d'actions, il faut parfois regarder ici le nombre d'actions, le bénéfice net par action qui a légèrement diminué, alors que on a augmenté ici. Je pense que l'augmentation était presque 50%. Est-ce que le bénéfice net par action a diminué de 50%? Non. OK? Donc, je continue ici. Free cash flow et net income, on va dans le même sens, n'est-ce pas? Ici, je les mets sur le même graphique. Et quelqu'un me posait la question aujourd'hui, quelle est la différence entre le free cash flow et le net income? La différence, généralement, se trouve au niveau de la dépréciation et amortissement. OK? Dans quelle mesure le net income peut être plus élevé que le free cash flow? Parfois, ça peut être dû ici à des bénéfices exceptionnels provenant, par exemple, de différents investissements. Comme par exemple, regardez les bénéfices de Google, d'Alphabet. Ils sont plus élevés en date d'aujourd'hui, notamment parce qu'ils ont reconnu ici, enfin, selon les normes comptables aux États-Unis, ils sont obligés de reconnaître le gain en capital, même s'ils ne l'ont pas encore monétisé. Et quand je dis gain en capital, ça veut dire ici que par rapport aux différents investissements qu'ils ont sur SpaceX, ils étaient obligés de reconnaître un gain en capital parce que la valeur de SpaceX a augmenté par rapport à sa valeur dans le privé. Quand elle était encore dans le privé, donc techniquement, est-ce qu'elle a vendu ses actions? Non. Donc, elle ne les a même pas encore monétisées. Mais ça a un impact sur ses bénéfices nets. C'est pour ça qu'il faut généralement les ajuster. Et les free cash flow ne prennent pas cet élément-là en considération. Donc, les free cash flow sont peut-être plus adéquats ici pour apprécier la valorisation d'Alphabet. Mais en ce moment, même ces free cash flow doivent être ajustés de la dépense en capital de maintenance, qui est généralement l'équivalent ici, en règle générale, de la dépréciation amortissement. Donc, ce qu'on provisionne ici en dépréciation amortissement devrait servir à la dépense en capital de maintenance au minimum. Mais faites attention, il y a certaines entreprises qui dépensent moins en capital, malgré le fait qu'ils aient provisionné plus en dépréciation amortissement. Ce n'est pas forcément mauvais. C'est pour ça qu'il faut avoir une idée générale du secteur dans lequel vous évoluez, par exemple, en date d'aujourd'hui. Ou bien, le secteur dans lequel l'entreprise évolue. OK? Alors, ensuite, on voit que les free cash flow sont plus élevés, le nombre d'actions, rachat, dette nette sur EBITDA. Du point de vue volume, la dette nette ici est de l'ordre de 12 milliards, j'arrondis bien sûr. Du point de vue EBITDA ici, la dette nette est aux alentours en dessous de, on a quelque chose en dessous de 5 de manière générale. On cherche en dessous de 5, c'est ce que moi je veux. Pour cette compagnie, elle pourrait mériter une dette nette sur EBITDA aux alentours de 5. Donc elle pourrait même encore s'endetter, que ça ne dérangerait pas au prix actuel. OK? Donc, la dette est assez correcte. Elle peut rembourser la dette nette avec les free cash flow en combien d'années? On a une dette nette de près de 12 milliards, les free cash flow de presque 6 milliards donc, en 2 ans. Donc cette compagnie n'est pas endettée. Alors qu'on recherche du 10 ans, elle pourrait même aller à 60 milliards de dettes que ça ne nous dérangerait pas, entre 50 et 60. OK? Combien de fois les bénéfices le marché a tendance à payer pour ce type d'entreprise? Pour ce type d'entreprise, price to free cash flow. Voilà. Next 12 months. Donc, vu qu'on a la métrique par rapport au free cash flow, le marché a tendance à payer une vingtaine de fois
Sur les 10 dernières années, il a tendance à payer 25 fois les bénéfices. J'arrondis toujours. Je ne prends pas 24. Vous ne pouvez pas 24. Je ne paye pas plus de 25 fois les bénéfices. Je ne paye pas moins de 10 fois les bénéfices. Dépendamment des entreprises ici, je m'ajuste en conséquence. Ici, vu la qualité de ce business, et quand on parle de qualité, on lance le prompt de base ici. Vous avez ce type de réponse. Large avantage concurrentiel, plutôt stable et en croissance, provenant ici, effet de réseau et actifs intangibles. Maintenant, je vous laisse aller lire qu'est-ce qui est inclus dessus, etc. Faites-vous vos crédits. D'accord? Le prompt en question, tous ceux qui sont dans le bootcamp ici, vous allez le recevoir. Enfin, la bibliothèque de prompt de base également. Parce qu'on va apprendre à analyser sérieusement les entreprises sans et avec les prompts. Donc, toutes les informations par rapport au bootcamp sont en description. Et comme je l'ai dit la dernière fois, les tarifs sont progressifs. La semaine prochaine, le prix sera bien plus élevé. Si les 30 personnes ne sont pas encore atteintes de manière générale, et ceci jusqu'au 1er du mois d'octobre. Parce qu'on prend justement uniquement une trentaine de personnes. C'est un accompagnement, donc on ne veut pas 400 000 personnes. OK? Pour revenir ici, donc nous avons un avantage concurrentiel, etc. Vous pouvez voir qu'il est large. On l'a vu avec les chiffres, parce que si on avait commencé par ce tableau-ci, on dit, oh, avantage concurrentiel large, switching cost, network effect, est-ce que ça se voit au niveau des chiffres? Bien sûr que oui, vu qu'on a commencé par rapport aux chiffres. Donc maintenant, je sais qu'à partir d'ici, pour une entreprise pareille, elle peut augmenter ses prix. Donc, c'est une entité qui peut avoir, qui peut se négocier à des niveaux de multiples plus élevés que ce qu'on a en date d'aujourd'hui, aux alentours de 25. Mais j'aimerais préciser une chose. Quand on dit peut s'échanger à des niveaux de multiples plus élevés, parce que je sais que je vais souvent revenir sur cet élément-ci, enfin, je ne peux pas revenir sur cet élément-ci sur toutes les vidéos. Les amis, s'il vous plaît, n'oubliez pas qu'une entreprise évolue dans un environnement bien précis, où elle ne contrôle pas la valeur des taux d'intérêt, donc, où elle ne contrôle pas généralement les taux d'intérêt. Et si les taux d'intérêt sont de 5%, ce serait très difficile de voir une entreprise s'échanger à plus de 20 fois les bénéfices. Rappelez-vous, quand une entreprise s'échange à 25 fois les bénéfices, on prend 100 divisé par 25, ça fait 4% de rendement. Si tu achètes une entreprise qui se négocie à 25 fois les bénéfices et qu'elle te distribue la totalité des bénéfices nets en dividendes, tu auras 4% sur ta somme de départ. OK? Donc, il va te falloir 25 ans pour récupérer ton 100% uniquement si on te verse la totalité des bénéfices nets en dividendes, sans croissance, etc. Dans un monde idéal. Donc, si les taux d'intérêt des obligations gouvernementales, lesquelles maintenant, dépendamment du pays dans lequel l'entreprise exerce, ici nous avons une compagnie nord-américaine, donc ici ce sera généralement des éléments, le yield ici, voilà. Le yield sera généralement celui provenant des États-Unis. Yield curve, voilà, c'est celui-ci que je veux. Est-ce que c'est ça? Attendez. Donnez-moi juste un instant. Ça, c'est aux États-Unis. Je pense qu'il y a un bug ici. Mais ce n'est pas plus grave que ça. Je peux prendre celui-ci. Yield spread. Non, c'est le curve que je veux. Bon, malheureusement, Coifin me fait défaut ici. Je vais actualiser, histoire de voir. Bref, ce qui est important de savoir, par exemple, c'est que si les taux d'intérêt à 20 ans ou à 30 ans ici sont de 5%, et que vous payez 25 fois les bénéfices, quelqu'un va vous dire ici que si l'entreprise ne croit pas et qu'elle garde le même niveau de marge, elle vous distribue juste la totalité des bénéfices nets en dividendes, ben je ne vais pas faire plus que 5% de rendement, plus que 4% de rendement. Pourquoi je vais acheter de l'argent? Pourquoi je vais acheter ça chez toi? Pourquoi ne pas aller prêter de l'argent, acheter une obligation gouvernementale qui est plus sécuritaire qu'une action? Parce qu'avec l'action ici, la valeur peut baisser, etc. Alors que l'obligation, je sais que je vais récupérer ma somme de départ. Vous voyez? Il faut faire attention par rapport au taux d'intérêt. Et vous pouvez voir ici le 10 ans. Maintenant, vous allez me dire qu'on prend quoi? Le 10 ans, le 20 ans. Le 10 ans, généralement, c'est un bon proxy. Je prends un exemple. Si vous avez une compagnie indonésienne qui évolue en Indonésie, payer 25 fois les bénéfices pour cette compagnie, c'est fou parce que le gouvernement indonésien, c'est à peu près aux alentours de 7% par là. Donc, clairement, ce sont des entités qui peuvent se négocier à 10 fois les bénéfices. Maintenant, s'il y a de la croissance, le raisonnement peut changer. Si on pense que la croissance peut être de plus en plus élevée, etc., le raisonnement peut changer. Donc, faites attention au taux d'intérêt. Je ne vous dis pas ici qu'avant de valoriser, allez regarder les taux d'intérêt. Prenez une... Voilà. Si je paye 25 fois les bénéfices pour cette compagnie, c'est parce qu'il y a de la croissance, c'est parce qu'elle peut augmenter ses prix. S'il n'y avait pas de la croissance potentielle ici en termes de volume, ainsi qu'en termes de potentielle augmentation des prix, peut-être que j'aurais payé 15-20 fois les bénéfices. Donc faites attention. Actuellement, le 30 ans américain, c'est 5,2%. Donc payer plus de 25 fois les bénéfices, plus de 20 fois les bénéfices pour une entreprise, il faut vraiment qu'elle ait une croissance, disons même un peu
au moins de 5% en moyenne sur les 20 prochaines années. On va le dire comme ça. Vous n'êtes pas là pour 20 ans, mais déjà, si elle peut avoir une croissance moyenne de 10% sur les 3 prochaines années, c'est déjà une bonne chose. OK? Là, il faut faire attention. Je ne sais pas si vous avez retenu ce que je dis ici. D'accord? Mais c'est un élément qu'il faut toujours garder en tête. Il ne faut pas juste prendre le ratio et dire que non, 25 fois, c'est parce que c'était 25 fois. Ou bien ceux qui prennent, oh, ça s'est négocié généralement à 40 fois les bénéfices. Donc, actuellement, c'est 20 fois les bénéfices. Donc, c'est moins cher. Non. 40 fois les bénéfices, c'est dans un environnement particulier. On avait peut-être des taux d'intérêt de 1% où on avait une croissance à double chiffre. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, on va aller rapidement ici. Je prends 20 fois les bénéfices. C'est une entreprise qui pourrait mériter 25 fois les bénéfices. Je le dis encore. Si elle s'échange à 25 fois les bénéfices, on aurait un prix bien plus élevé que ça. Mais après, au début, 20 fois les bénéfices, moins une dette nette qui est peut-être, je pense, de $40 par action. Ça n'a pas trop changé. Oui, ça donne à peu près aux alentours ici des voilà, 4,70. Donc c'est ça, 4,470 ici, moins $40. Ça donne à peu près aux alentours de $430 l'action. Tu vas me dire ici que c'est correctement évalué. Correctement évalué pour ce genre de business, c'est un bon deal. D'accord? Au fur et à mesure que monsieur le marché nous proposera un de meilleurs prix, on achètera peut-être plus. Mais c'est déjà un bon deal. Maintenant, taille du marché, potentiel d'augmentation des prix, et vous faites un avis. Peut-être qu'à partir de là, si les taux d'intérêt diminuent demain, je ne sais pas, on pourrait se négocier à 25 fois les bénéfices. Et si on va à 25 fois les bénéfices, on pourrait valoir aux alentours de 500, $600 par là. D'accord? C'est comme ça qu'il faut voir ça. Je viens ici, je mets dans mon target price, je vais juste l'ajuster. Bon, je vais l'ajuster. 400, on est à combien? 430. 430 ici. Je ne vous dis pas ici qu'elle ne peut pas mériter. Je pourrais même prendre 25 fois. Je suis même porté à le faire. Mais vous pouvez le faire ici. Ça ne me dérange pas plus que ça. J'aurais pu prendre 25 fois les bénéfices que ça ne me dérangerait pas. Mais est-ce que vous êtes à l'aise avec ce chiffre-là? C'est la grosse question. Et pour répondre à cette question-là, vous devez comprendre ce que cette compagnie fait. Vous devez avoir des preuves selon lesquelles il y a de grandes chances que le management augmente les prix. Ou bien de grandes chances que les bénéfices nets continuent à augmenter parce qu'on prend de plus en plus de parts de marché ou bien le marché devient de plus en plus gros. Bref, je vais m'arrêter là parce qu'on me reproche souvent de parler énormément, mais je trouve qu'il y a toujours beaucoup de choses à dire sur une entreprise. Si on veut juste faire du quantitatif, ça me prend 2 minutes. OK? Mais ce n'est pas ça qu'il faut que vous reteniez. Ce sont les variantes derrière qui sont importantes. Donc, pour ceux qui veulent faire du stock picking sérieusement, vous avez le bootcamp en description de la vidéo. Allez regarder, je vous ai mis ici une présentation un tout petit peu ici. Donc vous cliquez, vous allez aller voir. Et comme je l'ai dit tantôt, le tarif il est évolutif parce que ça fonctionne. Donc si vous attendez la fin aux alentours du mois d'octobre, s'il y a encore des places pour venir nous rejoindre, vous allez sans doute payer 2 fois plus cher que ceux d'aujourd'hui. Je le dis. Et ça sera toujours moins cher de manière générale par rapport à la valeur. Donc, c'est pour ça que les tarifs sont évolutifs. Posez la question à ceux qui ont pris le bootcamp en février. Ils vous diront que c'était un bon deal. Ceux qui l'ont fait en avril également, c'était un bon deal. Et actuellement, c'est également un bon deal, même si le tarif va avoir tendance à doubler jusqu'au mois d'octobre. Je le dis toujours comme ça. Moi, je suis un mauvais marketeur. Mais je tiens à vous dire ici que c'est la valeur que je propose ici qui est bien plus élevée que le prix. Donc, ce n'est pas qu'une question de prix. Après, également, vous faites ce que vous voulez. Hein. Lisez vos rapports financiers, écoutez vos conférences call et restez curieux, les amis. C'est très, très important. Le stock picking, c'est magnifique. Le plus dur, c'est généralement de patienter. Je vous assure. C'est magnifique. Bref. SPGI, belle entreprise, dividendes, etc. Ça ne sert à rien d'en parler parce que si vous distribuez la totalité des bénéfices nets en dividendes, vous avez combien? 4%. Actuellement, c'est 1,93. Donc, il y a de grandes chances que ce dividende augmente. En supplément de ça, elle rachète des actions. Donc, grosso modo, elle vous distribue encore plus d'argent que le 0,93% que vous voyez. Confère Shareholder Yield. Vous connaissez la chanson, n'est-ce pas? Donc, c'est une belle entreprise à avoir en watchlist ou en portefeuille, dépendamment de votre compris. En watchlist, ça, je vous le recommande. En portefeuille, maintenant, ça dépend de vous. Concernant le buyback yield ici, je pense qu'on a un rendement ici de 4,35%. Si on prend le shareholder yield au total, donc si on prend en considération ce qu'elle a dépensé pour le rachat d'actions, ce qu'elle a dépensé pour le dividende, plus l'émission ou bien le remboursement de la dette, vous avez eu un rendement de 2%.
OK, c'est même un peu moins élevé que ça, mais voilà, c'est plus élevé que le fameux 1% que vous voyez ici. C'est comme ça qu'il faut voir le dividende. Regardez le dividende ici du point de vue rendement global. Parce que toutes les compagnies sont destinées à distribuer un dividende. Sans exception, je dis bien toutes les compagnies. Même Berkshire Hathaway, qui le fera tôt ou tard. Mais après Buffett, bien sûr. Mais dans tous les cas de figure, on va s'arrêter là. On ferme la parenthèse. Encore une vidéo qui n'aurait pas dû faire plus de 10 minutes. Mais bon, c'est la passion, les amis. C'est plus fort que moi. Allez, prenez soin de vous et à bientôt.